Personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais devenir criminel ». Alors pourquoi certaines personnes franchissent le pas? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions. On va utiliser les principales théories criminelles connues, les plus populaires, et on va utiliser des exemples de films ou de séries pour pouvoir illustrer ces théories. Si t'aimes bien le concept, si t'aimes bien les vidéos sur la criminologie, go liker, go s'abonner, et on attaque tout de suite. Alors pendant un moment, on pensait que quand quelqu'un devenait quelqu'un qui faisait des mauvaises choses, des actes criminels, c'était forcément qu'il était possédé. C'est une théorie qui existe en soi, celle de la... Là, on est sous emprise en fait d'une entité supérieure, ou une entité qui a pris possession de notre corps. Un exemple très connu, c'est le film L'Exorciste. On utilise des moyens religieux pour faire sortir cette entité démoniaque, ce démon, du corps de la personne qui est sous emprise. Chacun ses croyances, perso j'y crois pas du tout. Mais ça veut pas dire que toutes les théories que je vais présenter après sont 100% valides non plus. Vous allez voir. Là, on pourrait se dire qu'à l'Antiquité, que même encore avant, ou pendant le Moyen-Âge, il n'y avait pas vraiment de théorie criminelle valide, qui fasse plus sens que la possession démoniaque. Qu'il faudrait attendre 1900 et quelques pour avoir des théories scientifiques un peu plus valables. Mais on retrouve déjà des Platon, des théories plutôt intéressantes. En fait, pour Platon, le crime, c'est le symptôme d'une maladie de l'âme. Donc ces passions, ça peut être la colère, la jalousie, l'envie, l'ambition, même la peur. C'est ce qu'on peut retrouver dans le film Le Joker. C'est pas juste réveiller un matin en se disant je serai le méchant absolu, je vais tuer tout le monde, etc. Pas du tout. Le Joker, c'est quelqu'un qui a subi énormément de violence, qui a été progressivement rongé par un ensemble d'émotions négatives, un isolement social pendant des années, de l'humiliation, de l'exclusion, voilà, un manque de reconnaissance et voilà, une souffrance psychique. C'est ça qui, au fur et à mesure, l'amène à avoir un débordement d'émotions qu'il peut plus contrôler, qui va décompenser. Donc là, on peut parler de maladie de l'âme, et il va carrément voilà, faire des meurtres en série, etc. Donc c'est faux de penser que au Moyen-Âge et avant, à l'Antiquité, etc., les hommes n'avaient pas pensé à pourquoi on commettait des crimes. D'ailleurs, même à cette époque, il y a des controverses sur les théories criminelles. On voit par exemple qu'Aristote est d'accord pour dire que oui, les passions, les sentiments débordent comme ça, engendrent le crime. Par contre, il n'est pas du tout d'accord avec Platon quand Platon parle du fait que la personne devient malade, comme le Joker qui décompense et qui devient vraiment complètement fou, on pourrait dire. Pour Aristote, en fait, on cède à nos passions, on cède à l'ambition, à la cupidité, et on cède de manière volontaire. C'est ce qu'on peut voir avec le personnage principal de Breaking Bad, par exemple. Walter White, qui décide de faire de la méthamphétamine, une drogue qu'il sait produire parce que c'est lui-même un professeur de chimie de base. Ce personnage, Walter White, va céder à son orgueil, sa cupidité. Il va être engrainé par lui-même parce qu'il se fait submerger par ses passions à devenir le plus gros trafiquant de la région. On est dans le business de la meth ou dans le business du pognon? On voit d'ailleurs, on voit comment son personnage, sa psychologie change au fil de la série, au fil des épisodes. Et comment ses passions prennent les dessus, alors qu'en soi il est toujours capable de réfléchir, de raisonner. On peut pas dire qu'il est malade psychiatriquement, quoi. On va maintenant aborder la principale théorie criminologique du 19e siècle, qui apparaît avec César Lombroso. Il étudie de manière scientifique selon l'époque, pourquoi on devient criminel. Et il en donne la conclusion suivante. La théorie du criminel né. Selon Lombroso, on est criminel. Là, tu vas me dire c'est un peu bizarre. Mais attends, il va t'expliquer, Lombroso. C'est simple, en fait, il va mesurer les crânes des gens, la longueur de leur nez, tes yeux, etc. Et selon ce qu'il mesure, il va te donner les crimes que tu pourras commettre dans ta vie. Il se base en fait sur des mesures qu'il a effectuées sur des personnes qui ont déjà été condamnées. Et cette théorie, à l'époque, est très populaire. Pour te donner un exemple, une personne avec de longues oreilles, avec un écrasement du menton, des yeux obliques et très rapprochés, ça donnerait des caractéristiques d'une personne qui va faire des V. Un voleur, ça va être quelqu'un qui va avoir des petits yeux, qui a l'air toujours inquiet, toujours en mouvement, etc. Bon bref, il fait toute une catégorie comme ça de personnes. En fait, Lombroso, il s'inspire aussi de l'héritage du darwinisme, la mesure des crânes, etc. Mais aussi la logique de l'évolution. En fait, pour Lombroso, un criminel, c'est quelqu'un qui s'est arrêté dans l'évolution, une personne en fait qui est un peu un sauvage primitif, en quelque sorte. Un exemple du criminel né, entre guillemets, ça peut être le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Parce que le film, il met en scène vraiment un côté viscéral, malsain, dans tout le début du film en tout cas, où le personnage principal, qui est basiquement un sociopathe et un VR, ça donne à toutes ses pulsions, la graisse des gens, des femmes. Il a la tête en fait d'un petit gang de gens qui pratiquent l'ultra-violence sans raison apparente vraiment. Il y a vraiment une violence visuelle qui s'observe, qui n'est pas expliquée par rien, ce qui fait qu'on peut vraiment amener le personnage principal à cette théorie du criminel né. Après, je parle pas de la suite du film que je spoil pas, mais qui est tout aussi intéressante. Si t'as pas vu le film, faut s'accrocher à la première partie, parce que c'est vraiment hardcore, c'est vraiment ultra violent, malaisant au possible. Mais il faut savoir que même à l'époque, cette théorie est critiquée, et notamment en France d'ailleurs. Alors voici une autre théorie
qui va complètement à l'inverse de celle du criminel né, celle de l'école socialiste. Bon, comme tu as pu deviner peut-être avec le nom de la théorie, ça va complètement contre l'idée qu'on devient criminel parce que c'est dans la biologie, mais plutôt parce que c'est par rapport à notre environnement social, socialiste. Le lien. Donc là, on considère que c'est l'enfance, la famille, l'éducation et les ressources économiques de la famille dans laquelle on a grandi qui fait qu'on devient ou non plus ou moins criminel, qu'on fait plus ou moins tel type de délinquance, etc. Ça peut paraître simpliste, mais ça renvoie quand même au fait que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on devra forcément plus être criminel qu'une personne qui sera riche. Avec cette théorie, on se rend compte que les bourgeois aussi peuvent être criminels et que leur capital, leurs ressources économiques vont être aussi utilisées pour commettre des crimes. Et les pauvres, ceux qui n'ont pas d'argent, eux, ils vont parfois faire des crimes pour reprendre la richesse qu'on leur a volée, la richesse qu'ils n'ont pas, dans un système inégal. Bah oui, dans une logique de classe, inspirée du marxisme, le capitalisme engendre du profit sur les travailleurs qui produisent la richesse. Les bénéfices qui sont créés par les employés, les salariés, etc., ceux qui n'ont pas les moyens de production, sont captés par ceux qui possèdent les entreprises, les usines, qui possèdent les places les plus haut placées, etc. C'est ça qui engendre des conflits de classe et des crimes entre les classes sociales. Une série très populaire dans laquelle on peut retrouver ça, c'est la Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est quoi? C'est une équipe de braqueurs qui vont directement essayer de braquer une banque, symbole de l'institution, du système, du grand capital. Et dans cette série, le braquage de ces banques s'est montré justement comme une réponse à l'injustice qui est subie. Ce masque est finalement devenu un symbole. Et nous sommes la résistance. C'est aussi pour ça que la série est très populaire. On est du côté des braqueurs. On a envie qu'ils s'en sortent, qu'ils fassent un pied de nez au système, qui prend énormément d'argent sur les travailleurs, sur en fait la majeure partie de la population. On sera ceux qui se révoltent. Mais il y a d'autres séries qui reprennent cette même esthétique un petit peu différemment, où on voit vraiment une métaphore des différentes classes sociales. Par exemple avec la métaphore du train, avec Snowpiercer. C'est une série dans laquelle les élites sont dans le haut du wagon, dans l'avant du train. Ils ont énormément de confort, etc. Et petit à petit, jusqu'à la queue du train, il y aura les classes les plus défavorisées. Des personnes qui n'ont rien, des personnes qui sont en survie totale, qui n'ont même pas assez à manger. Et là, on va voir que forcément, les personnes qui sont au bout du train, au niveau de la queue du train, vont essayer d'arriver jusqu'à la locomotive du train, pour pouvoir reprendre le pouvoir, et vont commettre des crimes pour y arriver. Il y a encore des violences à ce qu'on dit. Des crimes qui sont attribués au fait qu'il y ait différentes classes sociales dans ce même train qui représente la société. Le train de Wilford est une sorte de forteresse étanche qui sépare les classes. Alors encore deux théories, une première courte et la deuxième un peu plus étayée. On a la théorie de Cohen et Felson, la théorie des opportunités. Cette théorie elle est assez simple en fait, c'est la théorie l'occasion fait le larron. C'est-à-dire quoi en fait? L'occasion, le fait d'avoir la possibilité de faire un crime, fait que tu vas être plus enclin à faire le crime. Typiquement, je marche dans la rue, je vois qu'il y a un vélo qui n'est pas attaché, j'ai juste à le prendre et partir pour voler le vélo. Le fait d'avoir eu cette opportunité fait que j'ai beaucoup plus de chances de devenir criminel. Donc cette théorie, tout le monde est potentiellement un criminel en fonction des occasions qui vont nous être présentées. Un exemple qu'on peut trouver dans les films, par exemple, ça peut être le film d'horreur Don't Breathe, ne respire pas. Le pitch, c'est en fait une équipe de cambrioleurs, en fait, qui observe qu'il y a une maison dans laquelle il y a énormément d'argent. J'ai entendu dire que cet homme gardait au moins 300 000 $ chez lui. La maison est isolée, le propriétaire est aveugle, il n'y a pas de gardien ni d'alarme spécifique, donc il se dit c'est une bonne occasion d'aller voler dans cette maison. Bon, je vous cache pas que quand il rentre, qu'il se rend compte que le mec à l'intérieur, c'est un fou malade, que c'est un ex-vétéran, que même s'il voit rien, il veut dégommer tout ce qui bouge, ça va être une autre histoire à l'intérieur. Mais bon, ça au départ, ils le savent pas. Ils ont juste vu une occasion. Bon, pour le coup, l'occasion, c'était pas une vraie occasion. Et dernière théorie, la théorie multifactorielle de Ferry. Multifactorielle, mot contre 56. Je me place au Scrabble, je suis le king. Mot contre double, mot contre triple. Ah, celle-ci, tu la sors dans une soirée, t'es en mode prouveur exceptionnel. Bon, d'accord. Pour la sortir, faut savoir quand même ce que c'est. La théorie multifactorielle de Ferry. Mais en fait, c'est simple. C'est la théorie du déterminisme. Il n'y a pas de libre arbitre. Toutes les choses que tu fais, donc les crimes que tu vas commettre, résultent des différents événements que tu as vécu dans ta vie. Ça peut être l'âge, le sexe, ça peut être le milieu dans lequel tu as grandi, tes parents, ta famille, ton éducation, tes copains, copines. Ça peut même être le climat ou la nature du sol, par exemple, pour Ferry. En gros, il comprend tous les facteurs à peu près auxquels il pense pour pouvoir expliquer pourquoi on devient un délinquant, un criminel. Un exemple typique de ça, c'est dans Minority Report. C'est un film dans lequel on se base sur le fait que on peut prédire qui va faire un crime ou non. Du coup, on peut arrêter les personnes avant qu'ils aient commis les crimes. Bah oui, comme il n'y a pas de libre arbitre, tu vas forcément faire le crime si t'es destiné à le faire. C'est intéressant parce que du coup le film met en avant le fait qu'il y a un déterminisme qui est très important dans la population, mais il y a quand même une minorité pour laquelle c'est pas forcément vrai. Minority Report. Et donc le personnage principal va essayer de démontrer qu'il y a un libre arbitre quand même. Théorie très intéressante, presque philosophique finalement. Alors n'hésite pas à me dire si toi tu crois en cette théorie, est-ce que tu crois en libre arbitre, au déterminisme,
à quel point, quelle théorie te paraît le plus intéressant, le plus vrai, parce que c'est une combinaison peut-être de théories. Et puis n'hésite pas à liker et à t'abonner si t'as kiffé la vidéo. Il y a d'autres théories criminelles que j'ai pas encore explorées, donc n'hésite pas à me dire si tu veux une partie 2. À la prochaine, ciao.